Bonjour, merci Sarah, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas revenir sur les propos introductifs de Marie-Claire Barbier parce que je vois que dans les participations, on est 60, vous êtes 58 en ligne, tout à l'heure 61, 62 maxi. Donc je vois que c'est à peu près les mêmes personnes qui sont restées. Simplement pour là, je suis là en tant que président du parc naturel du massif des Bauges qui coordonne ce programme TEPOS qui en est à sa deuxième version et qui a été l'organisme qui a candidaté pour la première fois au programme TEPOS. Je suis également le président de Grand Chambéry, donc je suis à double titre. Mais ce que je voulais vous dire sur l'objectif premier du premier TEPOS, et c'est toujours notre objectif, c'est bien d'atteindre en 2050 une réduction de 50% de la consommation énergétique sur l'ensemble du territoire TEPOS, Grand Annecy, Grand Lac, Grand Chambéry et l'ensemble des autres communes du parc. Et en même temps, augmenter de 50% les énergies renouvelables. Ça, c'est l'objectif à 2050. Et puis, on s'est refixé des objectifs à 2030. Et quand on regarde, quand on fait le bilan des PCAET, sur les trois agglomérations Grand Chambéry, Grand Annecy, Grand Lac, eh bien, ces objectifs de réduction de la consommation énergétique, eh bien, ils sont de moins 24, une réduction, on va dire, moyenne de moins 24% sur l'ensemble de ces agglos. Sur l'augmentation des énergies renouvelables, eh bien, on est à x2, donc on tiendrait l'objectif. Voilà, et sur la réduction des gaz à effet de serre, eh bien, on serait à moins 40%. Ça, c'est ce que disent les PCAET en cohérence également avec notre TEPOS et notamment le TEPOS 2. Ce que l'on s'est fixé comme objectif également sur le fonctionnement et les missions de ce TEPOS 2, c'est la première, c'est de sensibiliser les communes pour la mise en œuvre d'actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables sur leur patrimoine public. La deuxième, c'est faciliter la rénovation des bâtiments et le développement des énergies renouvelables. La troisième, sensibiliser, animer les entreprises pour qu'elles s'inscrivent dans la démarche de transition écologique. Et la quatrième, accompagner les porteurs de projets publics ou parapublics dans la recherche de financement, le montage juridique et administratif. On est là dans le cadre de ces webinaires, et bien dans notre première mission, qui est bien de sensibiliser les communes pour la mise en œuvre d'actions de sobriété énergétique, d'efficacité et de développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement sur ce deuxième atelier de l'après-midi sur les énergies thermiques. C'est bien ça, Sarah? Je vous laisse la parole. Je me suis dit qu'on allait juste faire un petit rappel sur l'organisation pour ceux qui nous rejoindraient. On a coupé, donc on est en mode ce qu'on appelle webinaire, ce qui fait que vous ne pouvez pas intervenir vous-même en posant vos questions et être visible, puisque vos caméras et vos micros sont coupés. Et c'est par l'onglet questions que vous pouvez intervenir au cours de la présentation et des interventions de Nathalie ou de moi-même. Et donc, en tant qu'animatrice, je poserai en direct les questions que vous pouvez nous poser. Et le chat, essentiellement pour des questions d'organisation technique, comme me dire que je suis inaudible. Alors, j'espère que maintenant, vous m'entendez tous. Et également pour vous mettre des liens, puisque en tant qu'intervenant, nous ne pouvons pas poser de questions et donc vous mettre des liens dans l'onglet questions. Alors, ce que je propose maintenant, c'est que je vais passer la parole à Nathalie. Et juste pour Nathalie, pour information, c'est moi qui vais passer les diapos. Donc, tu me fais un petit signe si vraiment je suis pas au point. Et donc, pour commencer, on a un sondage qui va apparaître pour savoir si, dès 2021, vous êtes prêt à lancer un projet sur les énergies renouvelables. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire
ce que c'est qu'une énergie renouvelable. Parce que l'idée de ces ateliers, c'est de repartir à la base, d'être très simple pour que, quel que soit votre niveau, on ait tous le même discours et la même compréhension du sujet de la transition énergétique. Et ensuite, de vous donner des exemples pour que vous soyez à même d'en parler dans vos communes et que vous sachiez en sortant de ces ateliers qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la prochaine étape et qui c'est que je contacte. Et finalement, est-ce que j'ai des possibilités de financement au niveau de ma commune. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une ENR? Bien. Eh bien, d'abord, bonjour à tous, merci. Et puis, pour poursuivre l'introduction du coup de Monsieur Gamin, vraiment dire que des accompagnements en faveur des énergies renouvelables, c'est le cœur de nos missions à l'ASDER pour tous les types de publics. Donc, on est bien là aussi au service des collectivités. Donc, côté énergie renouvelable, une petite définition très générale pour démarrer. Une source d'énergie renouvelable, elle doit être dans un type de renouvellement naturel à l'échelle humaine suffisamment rapide par rapport aux besoins qu'on va puiser dans cette source. Alors les principales ENR, on a commencé par le solaire dans l'atelier précédent, mais sinon il y a aussi l'eau, le vent, le sol au moyen de la terre et puis la biomasse. Donc cet après-midi, vous allez voir, on va reparler de deux type d'ENR à partir des pompes à chaleur et puis du bois énergie. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les pompes à chaleur? Parce que ce qu'on se rend compte en fait dans les projets des communes ou même des particuliers, c'est que souvent on nous propose des pompes à chaleur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une pompe à chaleur ou qu'est-ce que les pompes à chaleur pour qu'on comprenne bien? Oui, très bien. Alors, le principe de base, il est assez simple en fait. Pourquoi on parle de pompe? Parce qu'on veut transférer de la chaleur d'un milieu vers un autre. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans le fonctionnement des pompes à chaleur? C'est qu'on vient prendre la chaleur dans une source qui est dite froide et qu'on veut la transférer vers une source qui est chaude. Et ça, c'est un peu contre-intuitif parce que ce qu'on connaît d'habitude de la chaleur, c'est que la chaleur, elle va du chaud vers le froid. Voilà. Tous les systèmes, ils tendent à se refroidir. Donc, dans le cas de la pompe à chaleur, il va falloir avoir une intervention extérieure, une source d'énergie complémentaire à celle de nos deux milieux, source froide et source chaude, pour pouvoir monter le niveau d'énergie de la source froide suffisamment haut et fournir de la chaleur à la source chaude. Donc voilà, là on commence à rentrer dans des choses un petit peu compliquées et pour faire ce changement d'énergie, de niveau d'énergie, il faut apporter au moyen d'un compresseur un changement d'état à un fluide qui circule dans ce système. Donc en général, on utilise de l'électricité, il existe aussi des pompes à chaleur à gaz. On n'en parlera pas aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous parler de ce type de fonctionnement, mais voilà, pour la majorité des pompes à chaleur, c'est l'électricité qui permet de faire fonctionner le compresseur, qui va nous permettre de récupérer la chaleur du milieu extérieur. Alors ce milieu, ça peut être l'air, ça peut être l'eau ou ça peut être le sol, et puis de transférer cette chaleur dans le bâtiment. Alors au moyen d'un système sur l'air à nouveau ou par des radiateurs ou un plancher chauffant. Alors pourquoi on a différents types de pompes à chaleur? En fait, les niveaux d'efficacité des pompes à chaleur, elles vont dépendre d'un critère principal qui est l'écart entre la température de la source froide, là où on prend de l'énergie, et la source chaude, celle qu'on veut chauffer. Plus cet écart est faible, plus on pourra optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur. On le comprend bien si on prend une analogie avec une pompe. Voilà. Si on a peu d'écart, le travail à fournir pour passer d'un état à un autre, il sera moins important que si on a un écart très élevé au départ où il faudra fournir plus de travail. Je vous ai fait une petite liste à gauche des sources les plus efficaces ou moins efficaces, parce qu'il y a le delta d'énergie et il y a aussi la stabilité dans le temps. Si on pense par exemple à la géothermie de profondeur qui va chercher de la chaleur dans le sol, on a une source de chaleur qui est très stable dans le temps.
Au contraire, si on veut prendre de la chaleur sur l'air extérieur, bah, vous le savez tous, hein, sa température, elle varie beaucoup. Elle peut être très fraîche l'hiver, même avec des températures négatives, et très chaude l'été. Donc voilà, les sources d'énergie dans lesquelles on va pouvoir puiser notre chaleur, elles ne seront pas toutes aussi efficaces. Et puis d'un autre côté, eh ben, les émetteurs de chaleur, c'est pareil, ils peuvent fonctionner à des températures variées. Si on a un bâtiment ancien, on va être obligé d'avoir de l'eau très chaude dans les radiateurs. Au contraire, si on a un bâtiment qui a été rénové de façon globale ou qui est neuf, on pourra avoir des émetteurs à très basse température qui sont du coup mieux adaptés à un fonctionnement avec une pompe à chaleur. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu et on va pouvoir avancer un petit peu, Sarah, à la diapo suivante. Oui, donc si tu peux nous décrire un peu plus les différents types de packs et aussi nous dire finalement quand on nous propose cette option-là, ou qu'on réfléchit en se disant ah tiens je vais mettre une pompe à chaleur dans mon bâtiment, c'est quoi les grandes questions qu'on doit se poser pour y répondre et être pertinent dans le choix qu'on peut faire? Alors si on regarde du coup les différents types de packs, ça va être le milieu dans lequel on vient chercher la chaleur qui va essentiellement varier. Soit on va aller chercher avec une PAC sur une nappe de la chaleur dans l'eau de la nappe, soit on va aller chercher au moyen de sonde, alors de sonde verticale ou de sonde horizontale, la chaleur dans le sol. On voit tout de suite avec ces configurations-là qu'on a besoin soit d'une emprise de terrain pour les nappes horizontales, les réseaux horizontaux, soit d'avoir suffisamment de terrain ou un terrain qui s'y prête pour aller chercher de l'eau sur la nappe. Et il faut qu'il y ait une nappe. Pour pouvoir creuser des sondes, il faut suffisamment de place. La qualité du sol, elle est souvent favorable à des packs géothermiques sur sonde. La présence d'une nappe, ça par contre, il n'y en a pas partout. Et puis, donc ça, ces contraintes-là, c'est des contraintes de place disponible et puis de milieu environnant. Et d'un autre côté, on a tous les fonctionnements de packs de type aérothermie qui, elles, viennent chercher de la chaleur sur l'air et du coup nécessitent beaucoup moins de place, puisque vous avez tous vu à l'extérieur de bâtiments une partie des groupes de pompes à chaleur, la partie qui capte l'énergie sur l'air, qui sont des blocs qui sont peu encombrants. En contrepartie, ces blocs-là, on le verra, ils sont souvent bruyants et peu performants selon les conditions climatiques. Donc voilà déjà un premier critère. Est-ce que j'ai une nappe? Est-ce que j'ai un terrain qui se prête à poser des sondes verticales ou horizontales? Un moyen de choisir ou d'avoir accès à certains types de packs ou non. Et dans les autres questions, là, ce que tu nous dis, c'est que les packs fonctionnent forcément avec de l'électricité. Est-ce qu'il y a un autre critère lié à l'électricité pour se dire j'opte pour une pompe à chaleur ou pas? Alors, on va peut-être en parler quand on va parler des impacts environnementaux. Qu'on regardera sur la diapo suivante. Effectivement, ce que je veux dire quand on présente les packs, c'est que la PAC, c'est une machine. Donc, c'est pas une énergie, hein. Contrairement au soleil, à la biomasse, à la chaleur du sol, la PAC en elle-même, c'est pas de l'énergie, c'est une machine et elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie, on a dit, c'est bien souvent de l'électricité. Et aujourd'hui, dans notre mix énergétique français, cette énergie, elle est fissile ou fossile à 80%. Donc, on reste sur une machine qui fonctionne avec ce type d'énergie. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il faut quasiment 3 kWh, alors un petit peu moins, pour qu'on consomme à l'entrée des centrales thermiques électriques ou des centrales nucléaires pour vous amener 1 kWh à votre compteur. Donc, ce rapport de 1 à 3, il va nous obliger à avoir une PAC qui est de nouveau un coefficient de performance au moins égal à 3 pour en quelque sorte rembourser l'énergie
qu'il a fallu mettre à l'entrée des centrales pour vous fournir de l'électricité. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. Je vous expliquerai dans la diapo qui suit ce que c'est que le COP et ça nous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. On va finir peut-être sur les impacts environnementaux parce que sur ces pompes à chaleur, quoi dire d'autre? Eh ben, effectivement, elles consomment de l'électricité qui peut être renouvelable mais qui aujourd'hui ne l'est pas majoritairement. Et puis, les pompes à chaleur, elles vont avoir besoin de fonctionner majoritairement quand on a des besoins de chauffage, donc en plein hiver. Et donc, elles vont produire des appels de puissance sur le réseau électrique assez importants au moment de leur démarrage. Et ces appels de puissance, ils nécessitent un réseau électrique très réactif. Et donc, des centrales réactives, c'est plutôt les centrales au gaz, au fioul et au charbon. Puisqu'on sait que le nucléaire, lui, fonctionne bien en base, mais de façon assez stable, il répond peu aux pics. Donc souvent, ces démarrages de packs, ils peuvent avoir un impact en termes de contenu CO2 du mix énergétique. On a aussi dans les packs des fluides frigorigènes. Ce fluide, c'est lui qui va transporter la chaleur entre le milieu froid et le milieu chaud. Et certains de ces fluides ont des impacts en termes de CO2 beaucoup plus importants que le CO2 lui-même. Et il y a des risques de fuite tout au long du cycle de vie de la PAC, aussi bien pendant son fonctionnement que lors de son recyclage. Alors la législation autour des fluides, elle évolue vers des fluides de moins en moins dangereux, on va dire, en termes de CO2, mais pas toujours aussi performants que les anciens fluides. Voilà un petit tour des impacts environnementaux. Du coup, on peut passer. Et donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous parler du COP? Alors, ce n'est pas la conférence des parties du climat dont on entend parler, la COP 21 ou la COP 24. Quand on parle de pompe à chaleur, c'est quoi un COP? Alors là, c'est effectivement le COP, puisqu'il s'agit du coefficient de performance, et c'est un ratio, c'est le ratio entre l'énergie utile et l'énergie consommée par la pompe à chaleur. Alors l'énergie utile, c'est celle qui vous est fournie pour couvrir vos besoins de chauffage, et l'énergie consommée, c'est celle qu'on va prendre sur le réseau électrique en général pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Alors je vous ai mis un petit schéma où on va faire un petit calcul de COP en imaginant que le besoin de chauffage il vaut 100% et où la pompe à chaleur consomme 30% d'électricité pour produire ces 100%. Donc là, le COP, il est de 100 sur 30, ça fait bien un COP de 3. Et ce niveau de 3, c'est un seuil vraiment important. Si votre COP annuel moyen est inférieur à 3, vous ne récupérerez pas en sortie de pompe à chaleur autant d'énergie qu'il a fallu en mettre à l'entrée des centrales de production d'électricité pour vous fournir 1 kWh à votre compteur. Et malheureusement, ça, par exemple, c'est le cas de la plupart des pompes à chaleur aérothermiques, celles qui prennent l'énergie sur l'air. Elles ont globalement des COP inférieurs à 3. Donc, on ne récupère pas autant d'énergie qu'on en a mis pour fabriquer l'électricité. Ce n'est pas le cas des pompes à chaleur géothermiques qui, globalement, sont plus performantes, permettent de dépasser ce COP de 3 et donc de fournir effectivement une énergie en partie gratuite à l'utilisateur. Ce qui est important de noter, c'est un peu comme pour les voitures. Il y a les conditions de mesure en laboratoire, celles que vont vous annoncer les fabricants, avec des COP très performants. Mais c'est important sur vos projets de solliciter un calcul par un bureau d'études qui, lui, va, en fonction des différents besoins au cours de l'année, faire un calcul d'un COP global. Et c'est bien ce COP annuel moyen qu'il faudra comparer à cette valeur de 3 pour savoir si votre système il est intéressant ou non. Alors, on a une question que je te mets à l'écran. Je ne sais pas si tu y as répondu dans ce que tu viens de dire. Oui, quelle proportion de PAC RR a objectivement un COP supérieur à 3? Quasiment aucune. Voilà, c'est la réponse. Aujourd'hui, il y a très très peu de systèmes. Alors, si vous avez vraiment un bâtiment très performant avec des besoins à basse température, je pense à un plancher chauffant
et un bâtiment de type de niveau quasi passif, on va pouvoir s'approcher d'un COP de 3. Mais ben, du coup, ce n'est pas un plancher chauffant si on est sur du RR. Du coup, il va falloir avoir du soufflage, mais peut-être qu'associé, par exemple, à une ventilation double flux, on va s'approcher de ces niveaux-là. Mais c'est bien les seuls cas. Globalement, on n'atteindra pas un COP de 3 en pack RR. Alors, je te propose de passer aux avantages et aux inconvénients pour faire une synthèse des pompes à chaleur. Oui, alors les pompes à chaleur, on en entend quand même beaucoup parler et peut-être de plus en plus, notamment parce qu'elles ont un gros avantage par rapport aux autres solutions qu'on présente aujourd'hui, c'est qu'elles apportent des solutions pour faire du rafraîchissement. Alors comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Sarah, ce qui est important en termes de rafraîchissement, c'est comme pour les besoins de chauffage, il faut d'abord essayer de travailler sur des solutions passives, c'est-à-dire au niveau de la construction du bâtiment, réfléchir aux solutions bioclimatiques, se protéger des surchauffes avec des occultations, etc., etc. Maintenant, malgré tout, parfois, on arrive au bout de ces solutions-là sur certains bâtiments qu'on ne peut pas transformer suffisamment et on a besoin de rafraîchir, d'où les solutions de pompe à chaleur qu'on voit apparaître de plus en plus souvent. Dans les difficultés, ben voilà, faites bien attention au COP entre le COP constructeur et le COP moyen annuel, qui lui dépend des conditions de fonctionnement. Et pour toutes les solutions en aérothermie, en plus des COP assez faibles, et bien attention au bruit, parce que les ventilateurs qui se trouvent dans l'installation extérieure peuvent être source de nuisances sonores importantes. Et s'il y a un environnement urbain proche, ça peut vite créer des problèmes. Les quelques petits points de vigilance qui sont à côté rejoignent ce sur quoi on a échangé précédemment. Les graphiques vous montrent deux niveaux de COP, un avec une fourniture de chaleur à 50 degrés et l'autre à 35 degrés. Du coup, on voit, alors ils sont tout petits mes graphiques, je ne les vois plus très bien là, mais le niveau de performance est plus important quand on a un delta T plus faible. Donc, du coup, avec le delta T de 30 degrés, je crois que c'est 30 qui est indiqué, on a un COP plus élevé. Et on n'a pas de rupture dans la performance quand on est en géothermie par rapport à l'aérothermie où à partir autour de 0, entre 0 et quelques degrés, on a besoin de dégivrer l'installation, donc d'apporter de l'électricité en plus pour éviter que le système ne gèle. Alors, on a des questions sur la géothermie. Voilà. Je t'en envoie. Hop. Ouais, j'aurais pas une réponse claire. Je pense qu'il vaut mieux que je prenne la question et que je réponde plus tard sur la périodicité de l'entretien. Je ne suis pas spécialiste des packs. Du coup, je ne saurais pas dire quelle est la fréquence ni le coût de l'entretien annuel. D'accord. Et il y avait une question donc, sur savoir qui pouvait accompagner sur la géothermie. Et donc, si tout le monde l'a vu, dans le cadre de l'atelier précédent, on a mis en valeur le cadastre solaire. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait à Grand Chambéry pour élargir ce cadastre solaire au cadastre géothermique. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir après chacun, particulier, commune ou entreprise, accès aux possibilités en cliquant sur sa maison ou son bâtiment, savoir les possibilités en termes de solaire ou de géothermie. Alors, compte tenu de l'heure qui avance, ce que je te propose, Nathalie, c'est d'avancer en montrant un exemple qui permettra aussi de voir plus concrètement ce que c'est qu'un projet, un exemple de projet donc avec une PAC. Oui, alors j'ai choisi du coup de vous parler d'un exemple qui n'est pas encore complètement finalisé, mais je crois que les forages ont été réalisés. C'est
l'école de la Villette à la Motte-Servolex. Ce projet, il a fait l'objet de différentes études, une première note d'opportunité, puis une étude de faisabilité. Et ça, c'était en 2018. Donc, c'est pour dire que c'est quand même des projets déjà qui s'étalent sur quelques années. Et grâce notamment au contrat de développement territorial de Grand Chambéry qui a pu apporter des subventions, eh ben, ce projet il a vu le jour puisque aujourd'hui les travaux sont en cours. On aura 3 sondes a priori de 200 mètres linéaires pour alimenter une pompe à chaleur donc entre le sol et les radiateurs existants dans l'école, sur une PAC de 30 kW en remplacement de chaudières propane ou gaz qui étaient dans cette école. Globalement, on va fonctionner avec un appoint électrique puisque les besoins résiduels seront très faibles. Et du coup, une assez bonne efficacité puisque si on tient compte de l'ensemble des consommations électriques, l'appoint et le fonctionnement de la PAC, on aura quand même un COP global de 4. Donc, on est cette fois-ci bien au-delà de la valeur de 3 qui est ce seuil critique. Malgré tout, voilà, on va chauffer 700 mètres carrés. Si on regarde la diapo suivante, on est quasiment à 100 000 € d'investissement pour la partie chaleur. C'est un projet un peu plus global puisqu'il y avait aussi de la rénovation sur l'école. Il y avait 50 000 € de travaux de rénovation. Mais entre les forages et la distribution de la chaleur, là, il y a 100 000 € d'investissement. Alors, aidé à hauteur à peu près de 48% entre les aides de l'État et le contrat de développement territorial de la chaleur renouvelable de Grand Chambéry. Peut-être juste ce qu'on peut dire côté avantage, cette solution, elle permet d'économiser par rapport à une solution qui aurait été 100% gaz, 87% d'émissions de gaz à effet de serre et 55% d'énergie primaire. C'est le petit bilan environnemental que vous retrouverez à droite de ce document-là. Voilà, je pense qu'on a fait un balayage. Alors, c'est un sujet assez vaste et très varié, les pompes à chaleur. Mais voilà, il faut pourquoi pas étudier les solutions projet par projet, comme souvent pour les ENR. Il n'y a pas une solution qui s'applique à tous les projets, mais quand on est dans un cadre où on a un petit peu de place ou un sous-sol favorable, voire même une nappe, eh bien, on peut faire de la géothermie dans de bonnes conditions, comme sur ce projet-là. Alors, il faut savoir que les projets dans le cadre du CDT, là, ils sont instrumentés. Donc, on aura moyen d'avoir un suivi et un retour d'expérience plus précis, année après année, sur le fonctionnement de ces installations. Alors, il y a une question qui est de savoir pourquoi, alors que les packs RR ont des désavantages, beaucoup de personnes en installent. Alors, probablement parce que les packs RR, en termes d'investissement initial, sont les installations qui sont le meilleur marché. Voilà, on est sur un problème économique. Par rapport à une installation de géothermie, en termes de coût, une PAC RR, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins cher. Donc, si on ne fait pas le bilan environnemental ni le bilan énergétique global, on peut, et si on a besoin de froid, se laisser tenter par une solution RR. Et est-ce qu'il y aurait peut-être plus d'installateurs de PAC RR que d'autres solutions d'énergie renouvelable thermique? C'est possible aussi. Après, il y a une chose qu'on peut essayer d'expliquer, la production de froid par une pompe à chaleur RR. De même que là, pour faire du chauffage, je vous ai expliqué qu'on prenait de la chaleur d'une source froide. Et quand on fait du froid avec une pompe à chaleur, on rejette de la chaleur dans une source chaude. Et on a déjà vu des murs de pompe à chaleur qui, en plein été, sont à 65, 70 degrés. Et ça, c'est de la chaleur excédentaire rejetée dans notre atmosphère en période de surchauffe. Donc, on est déjà confronté à des surchauffes. Et faire du froid avec des pompes à chaleur RR, c'est amplifier
cette problématique de surchauffe, notamment en milieu urbain. Donc on résout son petit problème à soi si on regarde ce qui se passe dans son local, mais globalement on empire le problème. Merci Nathalie. Une dernière question par rapport au projet de géothermie et ensuite je te propose de passer au bois énergie. Oui. Alors, y a-t-il des contre-indications pour des projets de géothermie souterraine? Alors, tout ce qui va aller en géothermie souterraine, alors sur nappe ou sur sonde. Alors, sur sonde, on a déjà une étude de sol et quand on est sur nappe, bien évidemment, on est soumis à des autorisations de prélèvement dans les nappes. Alors, il existe différentes couches cartographiques qui vont pouvoir déjà savoir si le projet il est possible ou pas. Il y a des zones où on n'a pas le droit de faire de forage. Voilà, tout ça, c'est très réglementé. Donc, effectivement, l'étude de faisabilité, sur la page précédente, on avait une petite carte où on voyait qu'on était en vert. Bon, ben voilà, il y a des zones où on est en vert, en orange, en rouge. Donc, les contraintes, elles varient effectivement suivant la situation géographique du projet. Et donc maintenant, si on passe au bois énergie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le bois énergie, quel type de combustible on utilise quand on veut développer une chaudière bois énergie, et puis les aspects plus de bilan carbone, puisque c'est quand même une question avec les énergies renouvelables. Effectivement, alors peut-être, si on démarre sur cette diapo, on verra les différents combustibles sur la diapo suivante. Côté bois énergie, j'ai mis quelques éléments ici plutôt pour répondre à des questions. Souvent, on nous dit, mais est-ce que la ressource est suffisante? Alors aujourd'hui, que ce soit à l'échelle du territoire national ou à l'échelle de la Savoie, il faut savoir que l'ordre de grandeur, c'est qu'on prélève la moitié de l'accroissement annuel forestier. Ça veut dire quoi? La forêt qui est sur pied, tous les ans, elle produit de la biomasse supplémentaire. Et le prélèvement fait par l'homme, aussi bien pour le bois d'œuvre, le bois industrie ou le bois énergie, c'est seulement la moitié. C'est même plutôt, il semblerait, de l'ordre de 30% sur les territoires savoyards. Donc, on ne décapitalise pas la forêt, quels que soient les usages du bois aujourd'hui. Et le bois énergie, c'est souvent un produit connexe de la filière bois, c'est-à-dire qu'on va prélever du bois pour faire du bois d'œuvre et en parallèle pour faire du bois énergie. Donc, une première question sur la ressource. Une autre sur ce fameux bilan carbone. Alors, c'est pas, on dit souvent c'est neutre, c'est pas complètement neutre. Mais pourquoi on parle de neutralité? Le carbone qui est rejeté au moment de la combustion, c'est celui qui a été piégé par la forêt au moment de la photosynthèse. A contrario, quand on brûle des énergies fossiles, on brûle du carbone piégé il y a bien longtemps et pour lequel il n'y a pas de renouvellement possible. On en parlait tout à l'heure, c'est bien un renouvellement à l'échelle humaine, donc 50, 60 ans sur le cycle de vie d'un arbre, ça fonctionne. La condition sous-entendue là derrière, c'est bien sûr une gestion durable de la forêt. Donc c'était le premier graphique. Ce bilan carbone, on peut du coup tenir compte de l'énergie nécessaire pour exploiter la forêt et puis après broyer la forêt ou faire des granulés suivant le type de combustible. On verra ça sur la diapo suivante. Aujourd'hui, le bilan global, toutes énergies bois confondues que nous donne l'ADEME, c'est 0,013 kg de CO2 par kilowattheure. Alors qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors, Hugo a donné le chiffre de 80 grammes par kilowattheure qui vont être les nouveaux chiffres d'EDF. Mais en moyenne, pour le moment, on était plutôt à 180 grammes pour l'électricité et 300 grammes pour le fuel. Donc, on voit que ce n'est pas comparable. On a des bilans carbone bien plus favorables avec la biomasse. Et puis, la dernière question, c'est la pollution. Et en termes d'émissions polluantes, le bois, il a une mauvaise image, notamment à cause du chauffage individuel dans les anciennes cheminées, telles que les foyers ouverts, les vieux poêles, etc. Mais aujourd'hui, si on est sur des chaufferies modernes et performantes, on a des taux d'émissions de poussière et de monoxyde de carbone très, très faibles.
Alors, on a une question sur la toxicité en microparticules. Alors, cette étude-là, je ne la connais pas, mais il est sûr que la combustion du bois dans de mauvaises conditions, elle produit des polluants. C'est les polluants qui sont contenus dans le bois. Sur les grosses installations, on a des systèmes de filtration très performants. Sur les petites chaudières et les poêles qui aujourd'hui sont labellisés, on a aussi des niveaux d'émissions de plus en plus réduits. J'espère que j'ai répondu à la question. J'entends plus personne. Ah, excuse-moi, il y a une autre question. Si le bois énergie est si favorable, pourquoi interdire le chauffage au bois dans nos départements? Alors, le chauffage au bois, je ne sais pas s'il est interdit, je n'ai pas entendu ça encore, mais il y a certaines agglomérations, certaines villes qui vont interdire dans les centres-villes, on va dire, très urbains, le chauffage individuel à partir de foyers ouverts. C'est notamment le cas dans la vallée de l'Arve, ou des endroits où on a des niveaux de pollution particulière importants. Mais pour vous donner une idée, les grosses chaufferies du réseau de chaleur de Chambéry, aujourd'hui, elles sont autorisées par l'ADREAL à fonctionner même lors des pics de pollution, parce que leur niveau d'émission de particules n'impacte pas globalement la pollution de l'air. Et je rajouterais, parce que ça a été mentionné, c'est qu'il y a des aides financières pour supprimer les anciens systèmes de chauffage au bois qui, eux, effectivement, sont vraiment pas performants en termes d'émissions de particules. Donc, sur Grand Chambéry, il y a le Balance ton poêle qui permet d'avoir des aides financières pour les particuliers pour les changements d'anciens poêles. Et ce qu'on verra après sur les financements pour les collectivités, c'est le contrat de développement des énergies thermiques qui permet le remplacement des vieilles chaudières. Voilà. Alors, il ne faut pas du coup confondre chauffage au bois individuel et chauffage au bois collectif qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Exactement. Je propose qu'on avance. Si tu peux nous expliquer les différents types de combustibles. Alors effectivement, on va parler seulement de deux types de combustibles, le bois granulé et le bois déchiqueté, parce que on est en train de parler de système de chauffage au bois automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de venir recharger manuellement votre appareil de chauffage. Et derrière est desservi un système de chauffage type chauffage central avec des radiateurs ou du plancher chauffant. Donc les deux grandes familles, comme on vient de le dire, c'est les granulés. Les granulés, ils présentent l'avantage d'être assez denses thermiquement, donc de nécessiter des silos de stockage de contenance raisonnable. Et puis, ils peuvent être livrés par camion souffleur de façon très usuelle, et ce qui permet un remplissage vraiment facilité. Alors, ça s'applique très généralement à des installations de petite et moyenne puissance. On a mis un seuil en dessous de 500 kW. Ça peut être 400, ça peut être 600, mais voilà. On est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Le bois déchiqueté, quant à lui, il peut également être livré par soufflage, mais c'est beaucoup plus contraignant. La très, très grande majorité des livraisons se font par bénage. Alors, ce bénage, il nécessite du coup une infrastructure pour remplir le silo un petit peu plus compliqué. Et de plus, le bois déchiqueté, il est un petit peu moins dense d'un point de vue énergétique que le granulé. Donc, il faudra un silo de plus grand volume. Ça nécessite donc soit une emprise au sol, soit de trouver dans le bâtiment existant une place suffisante pour avoir une fréquence de livraison qui soit satisfaisante pour l'utilisateur. Par contre, on va pouvoir en bois déchiqueté aller sur des gammes de puissance plus importantes. Alors, souvent, on dit qu'on démarre autour de 100 kW. Il y a des installations plus petites en bois déchiqueté, mais voilà, 100 kW, c'est raisonnable. Et puis, on peut avoir des très grosses installations. Si on va sur les installations comme celle d'Albertville, d'Aix-les-Bains, etc., on est sur plusieurs mégawatts. D'accord, merci. Tu peux nous, maintenant qu'on a vu le fonctionnement sur
le bois et énergie, comme pour les pompes à chaleur, nous montrer les avantages et les inconvénients. Alors, comme je viens d'essayer de le voir, ben, la grosse difficulté, ça peut être de trouver un emplacement adéquat pour le silo. Alors, adéquat en termes de surface au sol et de volume et d'accessibilité. On va avoir des camions qui vont devoir reculer jusqu'au silo, vidanger leur benne. Donc, il ne faut pas être sur la voie publique de façon pénalisante, voilà, etc. Donc, voilà, ça, c'est une contrainte importante. Des fois, c'est plus facile dans du neuf pour organiser tout ça. Parfois, en rénovation, on y arrive aussi. Mais ça demande à être assez attentif à ce point-là parce que ça va conditionner le bon fonctionnement dans la durée du projet. Les avantages, eh bien, ils sont du côté de la ressource, effectivement, puisqu'on l'a dit, on a une ressource locale qui est disponible. Ce que j'aime bien dire, c'est que il faut essayer d'être cohérent par rapport à la taille de la chaufferie. Si on fait une petite chaufferie, eh ben, on va essayer d'aller chercher le combustible dans un rayon de grande proximité. Par contre, quand la chaufferie elle est un peu plus importante, que les consommations elles sont plus élevées, eh ben, on peut s'autoriser des rayons d'approvisionnement un peu plus élevés. Voilà, les financeurs, ils tiennent compte de ces rayons d'appro d'ailleurs, hein, puisqu'on doit fournir un plan d'approvisionnement pour obtenir certains financements. On a parlé déjà du caractère renouvelable de la forêt, du faible contenu CO2, des travaux importants faits pour le dépoussiérage des fumées. Voilà les principaux avantages, que ce soit granulé ou bois déchiqueté. Côté granulé, ben, le gros atout, c'est la densité thermique plus importante et des livraisons plus faciles. Côté bois déchiqueté, on a un peu moins de transformation parce que la fabrication du bois déchiqueté est plus simple que celle du granulé, donc un peu moins d'énergie nécessaire pour produire du bois déchiqueté. Je voulais attirer votre attention sur les points de vigilance. Bon, on en a déjà parlé, hein, conception du silo, mais aussi de la chaufferie pour une maintenance facilitée. Il faut que l'équipe de maintenance elle puisse accéder facilement à tous les équipements pour pouvoir bien les entretenir. Le choix du combustible et de la chaudière, ça c'est un couple qui fonctionne ensemble. Les fabricants, ils ont des préconisations, les fabricants de chaudières. Il faut absolument respecter les préconisations du fabricant pour s'assurer d'un bon fonctionnement en termes de rendement, en termes de rejet de particules, etc. Pour que la filière bois puisse se construire dans la durée, je vous invite également à contractualiser avec vos fournisseurs de bois sur des durées de quelques années. Ça leur donne de la visibilité, ça leur permet de produire un combustible de meilleure qualité et puis vous pouvez être plus exigeant en termes de taux d'humidité, de poussière, de contenu, on parle de fine pour le bois déchiqueté. Mais tout ça, c'est des éléments qui doivent figurer dans les cahiers des charges de consultation et qui vous permettront d'avoir un combustible qui fera que votre chaufferie elle fonctionnera bien. Voilà, ça va avec le dernier point, choisir des combustibles certifiés, mesurés. Les granulés, c'est assez simple, il existe des normes qui commencent à être bien appliquées. Pour le bois déchiqueté, pas hésiter à faire un contrôle par un laboratoire. Il y en a un près de Valence qui peut vous dire quelles sont les caractéristiques précises du bois déchiqueté que votre fournisseur vous livre, si lui, il ne le fait pas directement. Alors, j'ai une question sur la responsabilité du chauffage bois dans les émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Alors, le seuil, le taux d'émission de CO2 tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est un des plus faibles après le solaire. Si on s'en tient à cette version-là, avec une gestion durable de la forêt, etc., on a des taux de gaz à effet de serre émis par le bois énergie qui sont faibles. Et j'ai une autre question que j'entends de temps en temps. Est-ce qu'on peut avoir une chaudière bois énergie dans une école? Est-ce qu'il n'y a pas des risques liés aux incendies? Non, et on peut en avoir dans des écoles, on en a beaucoup même.
Voilà, ça brûle pas plus que le gaz ou le fioul. En termes de risque incendie, il n'y a pas de problématique. Il faut que le combustible soit de bonne qualité, puisqu'on a eu par le passé effectivement des problèmes dans des silos, mais c'était vraiment des combustibles qui n'étaient pas assez secs, etc. et qui, du coup, se mettaient à fermenter. Mais si on achète un combustible bien calibré, bien quantifié, il n'y a pas de souci particulier. Et puis, bien ventilé, effectivement, pour évacuer tout risque de ce côté-là. Ce que je te propose là, si on veut terminer dans les temps, c'est peut-être de passer l'exemple de la mairie de Saint-Tours. Donc, je viens de mettre la diapo, ce qui fait que les participants ont pu regarder l'étude, enfin les étapes, et de passer aux étapes d'un projet d'énergie renouvelable thermique. Oui, très bien, on peut faire ça. Les grandes étapes, on les retrouverait aussi sur ce que présenté Hugo précédemment. Et c'est important, voilà, entre l'émergence du projet et la phase de fonctionnement après, de bien passer par différents moments d'études qui vont vous permettre d'abord, au niveau de l'étude d'opportunité, de décider si vous allez plus loin ou pas dans votre projet. Suivant la taille du projet, derrière, il y aura les études de faisabilité technico-économique qui sont les études préalables à la maîtrise d'œuvre. Ces études-là, il faut s'attacher les services de bureaux d'études spécialisés pour qu'elles soient faites correctement. La conception, c'est vraiment très important pour que le système fonctionne bien derrière. Et c'est vrai en géothermie, c'est vrai en bois déchiqueté, en granulé et en solaire. Ça, ces phases d'études, il ne faut pas les zapper, sinon derrière, on a des problèmes. Et puis les dernières étapes, après la phase de travaux, le suivi, il est fondamental pour pouvoir optimiser et améliorer les réglages. Voilà. Rapidement, ce qu'on peut dire sur ces étapes. Merci. Et qu'est-ce qu'on doit retenir pour réaliser son projet de chaleur renouvelable? C'est quoi les grands points, s'il te plaît? Du coup, les grands points, vous allez en parler un peu plus tard, c'est la partie rénovation. C'est vraiment important de rénover thermiquement pour réduire les besoins et ainsi dimensionner les besoins de production de chaleur sur des objectifs réduits. Voilà. Donc, réduire d'abord les besoins de chauffage. Quelle que soit la ressource, la source d'énergie qu'on veut utiliser, s'assurer de sa disponibilité. Donc, en bois énergie, quel va être mon périmètre d'approvisionnement? En géothermie, est-ce que j'ai une nappe? Est-ce que je dois aller chercher dans le sol? Donc, importance des études préalables. On revient en lien avec le point précédent sur l'importance de ne pas surdimensionner. Que ce soit une pompe à chaleur ou une chaudière bois, si elle est surdimensionnée, elle va fonctionner dans de mauvaises conditions, les rendements seront dégradés, les COP seront dégradés et vous n'aurez jamais les performances annoncées. L'importance aussi du développement des réseaux de chaleur, si on veut développer la chaleur renouvelable à l'échelle de nos territoires, il faut penser réseau de chaleur quand on peut le faire, parce que ça permettra d'atteindre des bâtiments, je pense à certaines copropriétés ou des logements sociaux, qui sinon, tout seuls, ils n'iront pas forcément faire le pas vers ces énergies-là. Mais s'il y a un réseau qui passe devant chez eux, ils pourront se brancher dessus. Et enfin, pour le bon fonctionnement de vos projets, anticiper la maintenance et le suivi qui leur permettront de durer et de bien fonctionner. Et moi, je rajouterais de réfléchir au confort thermique avant de se lancer dans la rénovation de sa chaudière et d'anticiper les évolutions climatiques, puisqu'une chaudière, c'est pour 10, 15, 20 ans. Et la question de la sobriété énergétique, aujourd'hui, on la traite peut-être pas suffisamment. Et se dire à quelle température on est prêt à mettre dans nos bâtiments. Et de sensibiliser les usagers à ce changement de comportement qui est alors on en parle beaucoup chez les particuliers,
mais aussi le confort thermique, que ce soit dans les bureaux, dans les mairies, dans les salles de classe, que de passer à 19 degrés et de rajouter une petite veste pour avoir plus chaud. Ça permet d'économiser de l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ça qu'on souhaite que vous reteniez, c'est que avant de faire un changement, c'est d'avoir une rénovation énergétique importante et puis surtout de réfléchir à l'usage qui est fait de vos bâtiments. Et donc, on va passer aux aides financières. Du coup, sur les aides, comme l'a expliqué Hugo tout à l'heure, tant qu'on n'a pas une idée assez fine du projet et de son emplacement, c'est difficile d'annoncer un taux d'aide global. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'aides qui se cumulent, donc ça vaut le coup d'aller frapper à différentes portes, donc que ce soit le département, l'État ou la région. Voilà, tous ces financeurs-là, ils peuvent vous aider sur vos projets de chaleur renouvelable. Ils aideront sur de la géothermie et du bois énergie. Ils aideront pas sur des projets d'aérothermie, les niveaux de performance étant trop peu élevés. Quoi dire, il y a un contrat, donc comme on a dit, de développement de la chaleur territoriale sur Grand Chambéry, avec pas mal de projets en solaire et en bois énergie et en géothermie. On espère qu'il y aura de nouveaux contrats sur vos territoires. Il faut les monter en se rapprochant de l'ADEME régionale, hein, qui vous permettra après d'être du coup dépositaire en quelque sorte de ces fonds ADEME pour déployer sur votre territoire de la chaleur renouvelable. Et moi, après, j'ai mis donc le SIAN, le syndicat d'énergie de Haute-Savoie, et ça, ils en parleront donc jeudi lors de l'atelier rénovation énergétique. Il y a un appel à projet chaque année sur la rénovation énergétique et possibilité d'avoir un complément pour le développement d'énergie renouvelable. Oui. Il y a aussi du coup un appel à projet régional pour la biomasse qui est en général reconduit d'année en année, donc je pense qu'il continuera. La région subventionne en général à hauteur de 40%. Elle vient après les autres financeurs, donc si on a déjà eu du FDEC par exemple, et ben voilà, elle a juste son intervention pour compléter le financement. Côté plan de relance, ben moi j'ai pas plus d'informations aujourd'hui. Mais il va y avoir des choses qui vont sortir, c'est sûr. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si vos projets, vous pouvez déjà les mettre dans les starting blocks en faisant une étude de faisabilité, par exemple, ou déjà une analyse d'opportunité, et ben, ça permettra d'être prêt pour réagir au moment où ces contrats de relance arriveront. Et donc, je vous propose un dernier petit sondage avant de clore cet atelier sur aujourd'hui, à la fin de cet atelier, quels sont encore vos freins au passage à l'action. Et pendant que vous répondez au sondage, je vais répondre à une question qui est de savoir est-ce qu'il y a des subventions pour des pulls en laine. Alors aujourd'hui, il n'existe pas de subvention pour les pulls en laine, mais ce que je vous propose, c'est que vous pouvez peut-être faire un appel à projet auprès de vos citoyens pour qu'il y ait du tricot de pulls en laine. Comme on a vu l'élan populaire pendant la Covid pour créer des masques, peut-être que nous pouvons lancer un élan populaire pour le tricot de pulls en laine pour lutter contre les changements climatiques. Et je vais laisser la parole pour conclure à notre président. Donc, Philippe, j'enlève. Oui, merci Sarah, merci Nathalie Noël de l'ASDER pour cette présentation. Synthétique, c'est pas simple. Parce que on est dans un domaine assez complexe et vous l'avez compris, c'est du cas par cas, quasiment. D'où effectivement des organismes comme l'ASDER qui sont à disposition
pour nous aider, pour aider les collectivités à faire des choix. Hein, moi, il y a d'autres structures, des aides diverses et variées. Vous l'avez vu également en fin de présentation. Je reprends en direct les résultats du sondage, les 2 dernières questions qui ont été posées. Est-ce que vous êtes prêt à lancer un projet d'ENR sur votre commune? Eh bien, on a 71% ont répondu oui. Quels sont les freins aujourd'hui pour passer à l'action? Là, on a ne pas savoir par où commencer. Donc, c'était l'objet de un des objectifs de ces webinaires est de vous montrer qu'il existe des structures et les bons interlocuteurs sont vos agglos ou le parc ou directement l'ASDER, hein, vous l'avez compris. Et puis la peur de faire le mauvais choix pour la commune, effectivement, c'est quand même des engagements financiers qui sont importants. On est quand même sur du long terme, sur des retours à moyen terme, on va dire, sur des retours d'investissement. Et donc, oui, c'est relativement engageant pour des élus. Voilà ce que je voulais vous dire. Un grand merci d'avoir suivi. Vous êtes encore une 50aine de personnes présentes. Moi, il me semble que c'est la bonne formule. C'est rapide. On a l'info qu'il faut rapidement, d'une manière synthétique. Voilà, encore une fois, on est là pour vous aider dans les collectivités, dans les agglos, le parc, l'ASDER. On est vraiment à votre disposition pour vous lancer. L'objectif, c'est même si ça paraît encore compliqué, c'est de dire, bah oui, on est aussi là pour montrer l'exemple dans nos collectivités, de franchir le pas. C'est important, montrer l'exemple, y aller par la pédagogie, montrer que ça fonctionne. On est bon nombre déjà à avoir investi dans ces différents systèmes, mais il faut encore qu'on fasse cet effort-là. Voilà, je vous donne rendez-vous le 8 décembre sur la conférence TEPOS, hein. On aura un débat un petit peu plus, peut-être un peu plus politique, entre guillemets, avec une possibilité de prise de parole. C'est vrai que j'avoue que la fonction webinaire peut être un peu frustrante, mais n'empêche que les chats fonctionnent, on commence tous à s'habituer à ça. Et bon, ça a quelques avantages, c'est qu'on voilà, on est un petit peu plus précis dans les questions que l'on pose, il me semble, et ça permet de garder aussi une traçabilité de toutes ces questions-réponses. Voilà, un grand merci à tout le monde, merci à l'ASDER, merci à Sarah, merci tout à l'heure aussi à Marie-Claire Barbier qui a été présente sur le premier atelier. Et à très bientôt et à votre service. Merci.